If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. For centuries, colonization has fractured our relationship with the land. We've come to position ourselves outside of nature, as observers and masters of it, as if it were ours to control and bend to our will. But the earth pushes back, reminding us otherwise. I'm Leah Thomas. I'm the founder of the nonprofit Intersectional Environmentalist, and I'm excited to be returning as your host for Season 4 of As She Rises. This season, we're exploring rewilding. We'll hear how communities are letting the land lead and reimagining what it means to truly coexist with the natural world. Subscribe now and listen to this season of As She Rises wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bienvenue à tous les passionnés des bassins. Pour attaquer cette semaine, c'est une vague d'actualité qui va nous submerger. On commence en force en France, cette 8e journée d'élite, on l'a décortiquée. On va revenir sur la tension qu'il y a eu entre le Pays d'Aix et l'Olympique Nice. Nice qui a tenu, qui s'est battu bec et ongle, mais ce qui a fait la différence à la fin. On vous donne tous les détails, plus les victoires explosives de Marseille et de Taverny. Mais le waterpolo, ça se passe aussi au-delà de nos frontières. Lille et Nancy sont en mode combat en Eurocup féminine, et Sète qui tente sa chance en Conference Cup. On fait le point sur le parcours de nos clubs français qui représentent nos couleurs en Europe. Et enfin, un sujet qui fait débat, qui est essentiel pour l'avenir de notre sport, la réintégration des équipes russes et biélorusses. On va vous dire ce que ça implique pour les compétitions internationales. Préparez-vous car c'est une discussion qui est loin d'être anodine. Alors ne perdez plus une seconde et plongez avec nous. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide vraiment beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Treizième épisode de cette saison 2 et pour commencer ce programme, on attaque directement avec la 8e journée du championnat élite où Sète avait déjà affronté Montpellier, on en a déjà parlé et c'était parce que ce week-end il y avait la Conference Cup où Sète a participé, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc du coup, le premier match véritablement de cette 8e journée, c'était le Pays d'Aix qui recevait l'Olympique Nice Natation. On sait que l'année dernière, dans le bassin aixois, Nice avait mis en difficulté l'équipe locale. Et ça a été le cas jusqu'à la 3e période, puisque Aix ne menait que ce match d'un but, 13-12, et ils ne font la différence que dans la 4e période. Frédéric, je crois que tu as bien suivi ce match, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais Christophe, écoute, Aix m'a semblé jouer au petit trot, tranquille, en étant sûr ou quasi sûr que leur victoire allait arriver. Et puis effectivement, elle est arrivée, mais au terme de la fin de la 4e période, puisque Nice a fait mieux que résister. Nice remporte la première période 5-4, les deux équipes virent à égalité, fin de deuxième 9-9. Mais j'ai trouvé un match un peu mou, en tout cas en attaque, de la part des
des Aixois. Nice a exploité ce qu'il devait exploiter, le maximum. Ils se sont fait souvent décrocher à -2, -3, et à chaque fois, ils ont recollé, pour recoller jusqu'à 12-12. Ils prennent ce but de Matteo Lena à 1 seconde de la fin de la troisième, qui permet à Aix de passer en tête, donc de finir la troisième période à 13-12, un but, je pense, un peu évitable quand même. Et puis, après, ils finissent un petit peu mal. Ils ont perdu leur pointe croate devant pour 3 fautes, ce qui leur a fait défaut sur la fin du match. J'ai pas été franchement emballé par Aix sur ce match-là. J'ai écouté ce qu'avait dit Alexandre Collin. Il s'est contenté des 3 points. Des fois, il faut faire le dos rond et puis prendre les points. Mais c'est pas une copie. C'est une copie qui suffit, on va dire, contre Nice, mais qui suffira pas pour aller au-dessus. Oui, Aix, on sait l'année dernière aussi, on en a parlé aussi assez souvent, c'était la différence de but des matchs aixois où souvent ils se sont imposés que d'un seul but, même à l'extérieur, je pense notamment à Taverny, des matchs un peu compliqués, 7, enfin il y a eu des matchs compliqués pour eux. Même Nice, ils avaient gagné que d'un but, je crois, sur la dernière période. Donc là, ils font un petit peu mieux puisqu'il y a 4 buts d'écart et ça suffit pour prendre les 3 points. Côté artilleurs, on a un peu toujours les mêmes dans les deux équipes. Bachelier 4, Utmaz 1, Drahe 2, Fernandez 1, Matteo Lena 2, Ogara le japonais 4 et Cavano aussi l'américain qui s'est montré avec 3 buts. Et côté niçois, les artilleurs habituels, Boadi 2, Denardi 1, donc un peu moins habituel, Kylian Duché 1, Borna Sirovec, donc c'est la pointe, il en met quand même 4, Tichai qui en met 3, et Balache qui en met 2. Si Nice avait fait preuve d'un peu plus de justesse, il joue pas mal, Nice c'est pas mal, mais des fois ça joue pas juste, et à des moments très importants du match. Donc tu peux pas jouer les 32 minutes de la même façon, quel que soit le score, quel que soit le temps qui reste. Tu peux pas jouer quand t'es à +2 ou à -2, tu joues pas de la même façon, tu joues pas pareil quand il reste 2 minutes, quand il reste 8 minutes. Et eux, ils me donnent le sentiment de toujours jouer un peu de la même façon. Et il y a 2-3 erreurs de négligence, j'allais dire de négligence, sur des fautes de passe qui sont interceptées ou sur des erreurs de choix. Je répète toujours qu'il y a 2 types d'erreurs. Il y a l'erreur de la réalisation. Ça, écoute, le choix est bon, mais tu marques pas parce que il y a un gardien, il y a un poteau, il y a tout ce que tu veux, un bloc. Et il y a la faute de choix, l'erreur de choix, c'est que c'est pas à toi de shooter, tu shootes, ou c'est pas à toi de passer. Et ils ont fait des erreurs de choix qui leur ont coûté cher parce que à un moment donné, je voyais le match avancer et Aix n'accélérant pas plus que ça. Je pensais que Nice allait au moins pouvoir les embarquer sur une séance de penalty. Et puis en fait, sur 2-3 choix, et puis la perte de la pointe qui leur a fait du mal, parce que tu l'as dit, mais 4 buts. Mais sur 2-3 choix malheureux, mal joués, c'est compliqué quand t'es à -1 et qu'il reste pas beaucoup de perdre des ballons sur des passes. Donc écoute, ça va leur laisser des regrets, je pense, mais on peut pas dire non plus que Aix mérite pas sa victoire. Pour celui qui a pas vu le match, 17-13, ça paraît logique, mais quand tu regardes le match, Aix, c'était quand même, c'était pas un grand Aix ou c'était un bon Nice. Chacun verra midi à sa porte, mais j'ai pas trouvé la prestation aixoise très très emballante. Ouais, Nice qui continue un peu à accrocher quand même les équipes, Montpellier, 7, mais qui finit toujours par perdre. Donc ils sont uniquement avec 2 victoires et 6 points et nouvelle défaite en terre aixoise. Nice avait eu une espèce d'avantage de calendrier en jouant très rapidement dans la saison et Douai et Bordeaux. Ils avaient donc engrangé ces 2 victoires-là qui les amenaient à 6 points. Et puis, malheureusement pour eux, le triptyque 7 Montpellier-Aix. Alors Aix, j'ai mis peut-être un petit peu à part, mais ils ont perdu effectivement 2 points à Montpellier. Ils perdent chez eux contre 7 et là, ils vont perdre à Aix. Ce qui fait qu'ils sont toujours bloqués à 6 points. On verra après que Taverny les a rejoints. Il y a un match la semaine prochaine, Nice-Taverny, qui sera très très important pour, à mon avis, l'attribution, pour voir si ces équipes-là peuvent aller plus haut ou si elles restent là. Donc match à enjeu à Jean-Bouin la semaine prochaine pour la réception donc à Jean-Bouin de Taverny par les Niçois qui doivent à tout prix se remettre à l'endroit parce qu'une défaite contre Taverny à la maison quand même condamnerait un petit peu les espoirs supérieurs ou ambitieux de Nice. Ouais, on suivra ça de près.
Deuxième match de cette soirée, bon, pas grand enjeu sur ce match-là. Le premier Douai accueillait la dernière équipe invaincue de notre championnat, Marseille. Victoire facile de Marseille 16-6 après avoir mené quand même 8-1 à la mi-temps. Et à noter, dans ce match, on commence un petit peu à en avoir l'habitude, rotation de l'effectif marseillais. Et à noter la première présence de Vladan Spajic, qui, bon, statistiquement, n'a pas apporté, en tout cas dans sa ligne de stats, il n'y a pas d'éléments. Mais en tout cas, il a disputé son premier match et on sait l'importance de Vladan Spajic dans le groupe marseillais parce que privé de Michael Bodegas au moins jusqu'en février. Donc je pense que Milos Stepanovic est content de retrouver Spajic dans son effectif, qui a joué donc avec Gaba Massi, et ils étaient privés donc dans la rotation de Larumbe et Drazovic, et fait un petit peu exceptionnel, c'est pas habituel, Marion Vernou n'était pas sur la feuille de match non plus. Ils ont récupéré Hugo Crouzia parce qu'on a dit qu'Hugo n'avait pas joué donc contre Strasbourg à la maison. Comme tu l'as dit, Romain Marion, alors je sais pas si c'est une alerte ou juste un choix d'entraîneur. Ils sont pas privés de Drazovic et Larumbe, hein. C'est juste que en Coupe d'Europe tu joues avec 7 étrangers et là t'en as 5, hein, donc il faut évidemment faire un choix toutes les semaines pour en enlever 2. Cette fois-ci, c'est tombé sur ces 2-là. Et puis, l'absence dans l'équipe de Romain Marion a permis à Louis Colilieu de rejoindre l'équipe au doigt de Revier. Lui, on le voit assez souvent, donc il est toujours là. Il a mis son petit but d'ailleurs. Et puis Spajic, c'était l'occasion pour une reprise en douceur, j'allais dire, chez le promu. On savait très bien que Marseille allait pas trébucher à Douai, donc ça lui permet de rejoindre le groupe. Alors effectivement, il a une feuille de stats vierge. Est-ce qu'il a joué un petit peu ou pas mais en tout cas, match sans encombre pour les Marseillais à l'extérieur. À noter dans ce match Audouin de Revier qui joue plutôt donc à la pointe, mais qui prend quand même 3 fautes dans ce match. Dernier match de cette soirée, Bordeaux qui recevait Taverny, et Taverny qui s'impose à l'extérieur 17-12. Deuxième victoire pour Taverny, donc on avait déjà évoqué puisque au départ ils avaient des matchs en retard, ils n'avaient pas pris de points, et là en affrontant les 2 promus, ils prennent donc 2 fois 3 points, et en plus ils s'imposent exactement sur le même score, 17-12. Bon, victoire logique, hein. Ils ont le score identique que contre Bordeaux. J'avais dit, et je le répète, que des fois les calendriers sont trompeurs, hein. Tu vois les classements, mais il faut toujours voir quand même qui t'a joué et qui t'a pas joué. Et il était évident que les hommes de Samuel Nardon, en regardant le classement, savaient qu'en battant les 2 promus, ils faisaient en fait la même chose que Nice, le même parcours que Nice. Les 6 points de Nice, on l'a dit, sont contre Bordeaux et Taverny. D'où, je le répète, mais l'importance du match qui va les opposer samedi à Jean-Bouin. Bordeaux a lâché, mais pas lâché tout de suite. Il y a 9-5 fin de deuxième, mais ils tiennent jusqu'à 13-10 début de quatrième, donc c'était 13-10, c'est encore faisable. Et puis, ils prennent 4-2 dans la dernière, ce qui amène le score à 17-12. Et Taverny se rassure. Bordeaux, ça reste quand même compliqué de prendre des points pour eux. Taverny fait le job et avec un Laurentos de gala, le petit Laurentos, le fils de Théo Laurentos, qui met 7 buts sur ce match-là, donc qui a été fortement décisif et qui a porté son équipe vers la victoire. Donc deuxième succès d'affilée pour les Tabernaciens. Puis bien accompagné donc de Dzura, donc qui était déjà là l'année passée, et Labic qui en plante encore 3 sur ce match-là. En face, j'allais dire, c'est un petit peu les joueurs habituels, Nestor Linchenot, Vanille, Delpech, Vlasis. Et Bordeaux, fait bonne figure, j'allais dire. Alors ils perdent, mais c'est pas la saison de Bordeaux d'il y a, je crois que c'est il y a 2 ans ou 3 ans, où c'était quand même un peu des roustes tous les week-ends. Là, au moins, ça tient le score, donc ça dénote quand même d'une progression. Pour en avoir parlé avec Patrice, on avait des joueurs il me disait qu'il y avait des joueurs qui souhaitaient pas jouer en élite, donc il a d'ailleurs perdu des joueurs parce qu'ils estimaient que ils préféraient gagner des matchs en N1 que les perdre en élite.
Mais tu t'aperçois que écoute, d'abord ils ont déjà une victoire, ce qui est mieux que prévu. Et puis ils ont ce regret, je pense, contre Douai, parce qu'ils pourraient être aussi eux à 6 points au jour d'aujourd'hui. Mais Bordeaux se défend avec ses armes et c'est plutôt pas mal, c'est à saluer. Moi, ce que je trouve peut-être intéressant, c'est que déjà il va y avoir une longue trêve, donc peut-être que les promus auront l'occasion de travailler et peut-être justement progresser pour accrocher d'autres équipes, voire remporter des matchs sur la deuxième phase. Mais surtout, compte tenu que le fait que le championnat soit impair et que on n'ait pas beaucoup d'équipes, ça peut être, si financièrement ça tient, je pense que c'est des équipes, il y aura pas, enfin là je suppose un peu peut-être parce qu'on n'a pas étudié cette partie-là, mais à mon sens il n'y aura pas de descente, donc ça peut être l'occasion justement de bien travailler cette saison pour justement préparer la saison prochaine et peut-être du coup avoir un championnat encore plus accroché et une belle progression de ces deux équipes. Alors, mais il n'y a pas de descente dans le championnat à 9. Si tu fais une descente, voire 2 descentes, il faut que tu sois absolument sûr que ceux de la division du dessous acceptent de monter. Donc, comme Marseille, on va faire un petit peu un état de la N1, mais Marseille ne peut pas monter. Ensuite, ceux qui vont postuler pour les 2, 3, 4, on va dire, ça va jouer entre Livry, Monaco, Mulhouse, Arles. Bon, je vois pas, alors Monaco, je sais pas. Arles, ça me paraît difficile. La N1, l'élite, c'est quand même un budget beaucoup plus important. Donc, tu peux pas te déplumer de 2 équipes à l'étage ou même d'une équipe à l'étage supérieur sans être sûr qu'en dessous, ça monte. Et comme je pense que c'est pas vraiment le cas, je vois pas de descente arriver. Il y aura pas de descente. Donc c'est bien que Douai et Bordeaux restent là et que effectivement ils engrangent un petit peu d'expérience et qu'ils poursuivent sur leur chemin. Oui, complètement. Et du coup, ça nous fait la transition pour attaquer la Nationale 1 qui disputait sa 6e journée. Donc on sait que c'est difficile un petit peu à suivre puisqu'on avait un INSEP Givors mais qui est programmé lui le 16 novembre. AS Monaco Racing qui a déjà eu lieu le 25 octobre. Donc rappelons que Monaco s'est imposé 21-9 et donc il nous restait 4 matchs sur cette journée. Et pour commencer, on a Marseille qui accueillait les banlieusards parisiens de Choisy-le-Roi. Et contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser, finalement Marseille ne s'impose que de 3 buts, donc confirmant un peu la bonne saison qu'on a déjà évoquée de Choisy-le-Roi. Et là, peut-être que ça va leur donner aussi pas mal de motifs de satisfaction pour la suite des journées, parce que perdre de 3 buts contre la jeune garde marseillaise, c'est pas rien quand même. Donc 18-15 pour Marseille. Voilà, Choisy qui fait un bon match. Non, mais Choisy, on l'avait dit, qui était 4e, 5e. Choisy est une équipe qui progresse, qui, il faut le rappeler, c'est un promu d'il y a 2 ans. Donc, ils étaient en N2 il y a 2 ans. Ils sont montés. Ils ont fait une saison l'année dernière, j'allais dire assez tranquille, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à l'abri assez rapidement quand même. Ils n'ont pas eu besoin de trembler. Et puis, là, cette année, c'est toujours un peu l'année de la confirmation. Et donc, écoute, ils font à nouveau une belle saison. C'est une équipe qui travaille bien et qui est allé accrocher Marseille. Alors Marseille était privé de Audouin de Revier et puis Colileux qui était monté avec l'équipe première à Douai, certes, mais écoute, ils mettent quand même des valises un peu à tout le monde à la maison. Donc je m'attendais à une moindre résistance de Choisy, mais écoute, c'est à souligner. Marseille fait le taf, mais rien de fou non plus. Il y a des joueurs, donc il y a Léandre Ondometogo qui avait fait des apparitions d'équipe première l'année dernière, qui a un peu disparu. C'est un joueur que je voyais promis quand même à mieux que ça, qui met ses 3 buts. Le petit Dario Danowski qui en met 4. Swanzo Chiron 3. Lilian Michel et Victor Tavel en mettent 3 chacun. Et Joseph Rosaton met 1. Donc écoute, ils ont fait le boulot. C'est une équipe assez jeune, Marseille aussi. Mais je voyais un écart un peu plus conséquent. Donc écoute, bravo aux 2 équipes. Choisy fait une belle partie à Marseille. Oui, alors je n'avais pas remarqué jusqu'à présent, mais là ça me saute un petit peu aux yeux. On a quand même Brody McKnight dans le but de Marseille, donc 3e gardien, donc il peut pas jouer avec l'équipe 1.
parce qu'il y a trop d'étrangers, mais qui est là et qui travaille avec la Nationale 1. Bon, s'entraîne, je pense, probablement avec l'équipe première, mais en tout cas, il fait les matchs avec la Nationale 1. Et côté choisi, on a deux frères, Mathis Fournier-l'Allemand et Basile Fournier-l'Allemand, qui à eux deux pour choisi mettent 10 buts quand même sur les 15 inscrits. Ouais, Basile Fournier-l'Allemand, j'en avais parlé déjà l'année dernière, qui a un bon physique, qui est un joueur costaud et qui est un joueur intéressant, donc qui porte un peu choisi. Donc là maintenant son frère est là aussi, mais non, une belle équipe choisienne. Choisi, c'est une terre de polo historique. C'est un club qui a toujours été présent, qui a toujours formé beaucoup de joueurs. Si on faisait la liste des joueurs qui sont passés par Choisy, il y en a quand même beaucoup. Et puis, écoute, ils se retrouvent là et c'est très bien. C'est très bien, en effet. Duel suivant, un petit peu duel d'opposés et un écart assez conséquent, mais pas forcément compte tenu du dernier match de Moulins, peut-être moins conséquent qu'on aurait pu le penser. Donc Livry qui accueillait Moulins et qui s'impose 23-13. Ouais, il y a quand même 10 buts à l'arrivée, Christophe. Donc après, tu sais pas, on sait pas trop comment ça se joue. Une fois que t'as 7-8 buts, que le match il est acquis, peut-être que tu fais tourner, tu fais rentrer des jeunes, des gamins ou tout ça, alors que l'équipe en face, elle joue toujours à fond. Il y a 10 buts à l'arrivée, donc bon, c'est quand même un score assez conséquent. Moulins se permet le luxe de gagner quand même la dernière période, donc il limite la casse sur le score final. Mais il y a 23-13 à l'arrivée. C'est l'écart qu'il y a entre le haut du classement et le bas du classement, c'est pas une surprise du tout. Oui, mais Livry qui en prend quand même 13 contre une équipe de Moulins, on sait qu'il est souvent en difficulté. Ouais, c'est vrai que 13 c'est un peu beaucoup. Bon, maintenant le petit bassin, le nombre d'exclusions le nombre d'exclusions en pointe notamment fait que tu as beaucoup plus d'occasions de marquer. Donc écoute, ceci explique peut-être cela. Match suivant, Mulhouse-La Rochelle, et quand moi j'ai vu le score, je t'avoue que j'ai été un peu surpris puisque Mulhouse a carrément surclassé les Canards rochelais, 27-5, avec deux énormes périodes, la première et la dernière, 8-0 en première, 9-0 dans la dernière. Donc on dit souvent que les équipes sur la fin de match comme ça s'effondrent. Là ça a été bien le cas. Ils ont un peu résisté, 7-4 dans la deuxième, mais 3-1 dans la troisième. Mais là, deux salles, vraiment deux ambiances. Pour l'instant, on avait dit que, à juste titre d'ailleurs, La Rochelle présentait pour l'instant un bilan qui était pas trop mal. Ils gagnaient les matchs qu'ils devaient gagner, et puis les matchs qu'ils perdaient, il n'y avait pas un écart monumental. Mais là, 27-5, waouh, c'est difficile. Donc Mulhouse qui avait fait un début de championnat mi-figue mi-raisin, sanctionne très 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 sévèrement cette équipe avec un 17-0 sur deux périodes, comme tu l'as dit. Le milieu du match, il y a 10-5, ça va, mais le mal était fait. Et 27-5, c'est. Alors je sais pas si La Rochelle était au complet, s'il y avait des absents, s'il y avait des problèmes ou quoi, mais un match à vite oublier pour eux et à se remettre dans le bain. Et puis des fois il y a des défaites comme ça contre des gros à l'extérieur. Il faut continuer à travailler, baisser la tête et continuer à avancer même si ça fait mal. Oui, La Rochelle était à 12 joueurs et côté Mulhouse, peut-être qu'on peut aussi dire que même s'il avait déjà pris l'équipe en fin de saison, le travail peut-être de Nicolas Giuseppi commence aussi peut-être véritablement à se mettre en place, et on verra sur les matchs qui viennent si ça se confirme pour Mulhouse. C'est vrai qu'ils avaient eu un début de championnat assez compliqué. Mais là, peut-être que ça va être un peu, entre guillemets, le match référence qui va véritablement lancer la saison mulhousienne. Disons que déjà que ça leur permet de remonter à la 5e place. Ils sont avec un match en moins. Donc, ils ont 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. Je pense il leur manque un match dit facile, entre guillemets, pour pouvoir remonter. Il y a un écart avec Arnes. Arnes a 6 points d'avance déjà, et Livry. Donc ça, il faudra accrocher ces équipes-là à la maison pour eux. C'était prévu sur leur tableau de marche de battre La Rochelle, mais 27-5, c'est vrai que c'est assez c'est net et sans bavure. Et dernier match de cette journée, donc journée dans le Nord, à la piscine municipale Marius Leclerc,
Arnes qui s'impose 25-4 contre Saint-Jean d'Angély. Et quasiment l'essentiel des buts de Saint-Jean a été inscrit en première période, puisqu'ils en mettent 3. Et ensuite, alors ça va pas forcément faire plaisir peut-être aux joueurs de Saint-Jean, mais c'est rien de péjoratif là-dessus, mais ils se sont fait rouler dessus. Ensuite, 7-0, 6-0, 8-1 sur le reste du match, ça fait mal quand même. Ouais, tu finis le match par un 21-1. Ouais, autant dire qu'il n'y avait pas vraiment de match. C'est un match qui ressemble à celui de Mulhouse-La Rochelle. On l'a déjà dit, les équipes du haut sont sans pitié avec les équipes du bas. Il y a des écarts très conséquents. Ça passe souvent la vingtaine, voire les 25. Et puis là, 4 buts, c'est quand même famélique. Pas grand chose à dire. On sait que Saint-Jean est en difficulté. J'ai parlé de Choisy tout à l'heure en disant que c'était un club historique. Saint-Jean l'est aussi. Donc ils subsistent quand même. Ils sont toujours là quand même en N1. Mais on a connu un Saint-Jean bien plus haut que ça, et en espérant qu'ils arrivent à renouer un petit peu avec leur passé, en se maintenant déjà dans la division. Et puis sait-on jamais un jour d'avoir des joueurs un peu plus radieux. Ouais, c'est dur du côté de Saint-Jean, qui a connu des lustres passés bien plus brillants, effectivement, qui a formé plusieurs joueurs qui ont pu évoluer ensuite dans d'autres équipes, mais aussi surtout avec l'équipe nationale. Donc Enoch Chevreau, Guino, Hardy, Thibaut Varga, pour ne citer que. On espère que ils auront la possibilité de redresser un petit peu tout ça et retrouver ce glorieux passé. Avant de quitter la France, je te propose peut-être un petit point classement N1, puisque à part on n'est pas loin d'avoir les équipes un peu au même nombre de matchs, 7 au maximum. Le moins c'est 5, donc on a 2 équipes invaincues, que ça soit Monaco et Marseille, donc 7 matchs, 7 victoires, 21 points, suivi par Livry-Gargan avec 15 points, donc 6 matchs avec 5 victoires, Arnes même chose, 5e tu l'as dit Mulhouse qui est avec 9 points mais qui n'a que 5 matchs, devant Choisy-le-Roi 6e qui eux ont 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites, suivi de Givors en 7e position avec 6 points, le Racing 5 points 8e, 9e Canard Rochelet 4 points, 10e Nautique Club Moulin 2 points, Saint-Jean 11e 1 point, et l'INSEP qui ferme la marche avec 0 point et uniquement 5 matchs disputés. Ouais, tu vois que ça, c'est difficile de se faire une idée réelle parce que t'as des équipes qui ont 2-3 matchs de moins que les autres, donc il faut voir contre qui sont ces matchs-là avec des spéculations, un peu de calcul sur le nombre de points possibles à glaner. Mais c'est vrai que quand on aura tout le monde sur la même ligne pas de départ, mais d'arrivée, ce sera quand même plus facile de se faire une idée parce que là, c'est très compliqué à lire. On avait parlé de la situation de Noisy-le-Sec, qui donc, pour des difficultés, je vais pas rentrer dans les détails parce que je les ai pas, mais des difficultés de dette fédérale, donc d'argent visiblement dû à la Fédé. Je pense que c'est des frais d'engagement qui étaient pas réglés. Je pense que c'est que ça. Noisy, pour l'instant, était exempt du championnat puisque la fédération les avait pas autorisés à s'inscrire en N2. On a eu l'info comme quoi, apparemment, les soucis financiers ou le retard avait été réglé, mais Noisy n'évoluera pas en N2 cette saison, mais en N3. Donc les tâches du dessous, j'ai pas trop d'explications à savoir pourquoi ils autorisent la N3 et pas la N2. Mais écoute, Noisy repart de tout en bas. Et puis écoute, on va leur souhaiter bonne chance, mais le chemin va être long quand même pour retrouver un peu le soleil. Et monter de N3 en N2, ça se fait assez facilement. Voire même de N2 en N1, c'est un peu plus dur, mais ça peut s'envisager. Après, faut batailler après. Donc, écoute, ça c'est l'info qu'on avait au niveau de Noisy. Voilà qui clôture notre épisode national et on bascule du côté de l'Europe où il nous reste des représentants. Chez les filles, on a 2 représentantes, donc que ça soit Lille et Nancy qui ont été reversées en Eurocup, et 7 qui est en masculin sur la Conference Cup. On attaque avec les filles où il y a une formule un peu particulière par rapport à ce qui se déroule chez les garçons.
On a donc 4 poules de 3 équipes et Lille attaquait donc les festivités en accueillant les Grecs d'Ethnikos à Lille. Et malheureusement pour les Lilloises, lourde défaite 17-6. Lille, donc comme tu l'as dit, c'est des poules de 3. Lille est opposée à Ethnikos le Pirée et Polar Bears, les Néerlandaises. Pendant que dans le même temps, Nancy devra affronter Barceloneta et Padoue. Donc Lille recevait dans un premier temps Ethnikos, donc il y a une journée par semaine, hein, c'est pas des groupes. C'est des groupes, mais il y a une journée par semaine. Donc elle s'incline 17-6 contre Ethnikos. Bon, on va rappeler quand même que les Grecs sont championnes du monde en titre. Donc le polo grec, que ça soit chez les garçons et chez les filles, se porte très bien. Et donc, écoute, ça nous donne à l'arrivée une victoire sèche de 11 buts d'écart à la maison. Donc Lille qui est défait, qui devra se rendre aux Pays-Bas le 13 décembre pour affronter Polar Bears. Ce sera compliqué, évidemment, on va pas se mentir, de sortir de la poule. Et puis, dans le même temps, comme on l'a dit, Nancy recevra Barceloneta le 29 novembre et se déplacera à Padoue le 13 décembre pour espérer gratter quelque chose, mais ça sera compliqué pour nos deux équipes féminines. Ouais, de belles équipes avec de belles nations, hein, que ce soit les Espagnols, les Italiennes et les Néerlandaises, plus les Grecs qu'on a évoqués, effectivement. C'est du lourd et ça sera à nouveau compliqué pour nos équipes françaises. Côté garçons, on avait 7 qui représentaient donc la France à la Conférence Cup. Plusieurs matchs au programme. Donc 7 étaient dans la poule avec les Bosniaques de Banca Luka, les Croates de Mornar et les Portugais de Vitória. Donc une poule relativement facile. Et dans l'ordre de ces matchs, donc victoire record de 7-43-4 contre les Bosniaques de Banca Luka. Plus grosse victoire enregistrée en Coupe d'Europe, tout simplement, toute équipe confondue. Ensuite, deuxième match, 7 a perdu contre les Croates de Mornar 9-16 et s'est imposé facilement dans le dernier match 20-8 contre les Portugais. Ouais, écoute, le tirage au sort, alors sûrement qu'elle reste pas personne, mais des Bosniaques, des Portugais et Mornar Split qui allait effectivement régner sur cette poule sans trop de suspense. 43-4, qu'est-ce que tu veux dire, hein, je suis pas sûr qu'ils mettent ça à une N3 en France, donc c'est 43 buts, c'est irréel en 32 minutes. C'est un but et demi presque par minute. Je sais pas si tu vois ce que ça donne. Écoute, ce match-là, on va pas trop le commenter parce que si ce n'est effectivement, comme tu l'as dit, l'écart historique en Coupe d'Europe. Ils perdent de 7 buts contre Mornar Split, qui est une cylindrée du championnat de Croatie. Et puis ils finissent le boulot en battant Vitória. Donc 20-8. Bon, c'était pas une poule qui allait faire trop trembler les résidents de l'île singulière, hein, comme on appelle les Sétois. Mais écoute, il fallait le faire, hein, ils l'ont fait. Et puis ça les qualifie pour le tour d'après. Tu l'as dit, c'est une Coupe d'Europe auquel ils participent par le biais de ce match de barrage qu'ils avaient joué contre Reims, sachant que Reims n'espérait plus rien. Et puis au moins ils font honneur en la jouant réellement et puis en passant ce tour-là et en se qualifiant pour le prochain exercice. Donc écoute, on verra ce que ça donne au tirage au sort. C'est une Coupe d'Europe où il y a des équipes, j'ai vu, il y a le Partizan, il y a encore des équipes qui tiennent la route. C'est pour les équipes généralement classées, on va dire 5e, 6e de leur pays. Il reste encore du monde, mais voilà, 7 évite l'écueil et se qualifie, bravo à eux. Oui, il se qualifie pour le tour suivant en finissant deuxième, donc avec 6 points. Et puis, comme tu l'as dit, donc juste petite précision, il s'était déplacé en Croatie. Et on a quand même des équipes qui ont connu de belles heures en Coupe d'Europe aussi, et qui sont des équipes un peu solides, même si elles ne disputent que cette petite Coupe d'Europe, on va dire, mais on a quand même du Panionios, du Budva, Tenerife, pour ne citer que ça, Partizan Belgrade, tu l'as dit, les Italiens de De Anker, Posillipo aussi, les Italiens de Posillipo qui sont présentes dans cette Coupe d'Europe. Donc il y a de quoi faire encore, hein. C'est pas ça va être quand même la suite va pas être si simple pour nos Sétois. Non, c'est sûr, hein,
là, cette première poule d'écrémage. Ils ont été favorisés quand même par le tirage au sort parce qu'il y a des poules qui étaient nettement plus indécises que ça. Donc écoute, ils font ce qu'ils ont à faire et puis on verra, on les suivra attentivement pour la suite de la compétition. Complètement. Avant de clôturer cette page Coupe d'Europe, on a quand même Marseille qui demain accueillera les Espagnols de Sabadell dans un match assez important pour laisser Sabadell toujours à 0 points et du coup garder la première place pour Marseille, si tout va bien, qui sera en tête avec 9 points. Donc mercredi 12 au Cercle des Nageurs de Marseille qui accueillera Sabadell. Donc vous pouvez suivre ce match sur Sport en France très probablement, donc je vous invite qui est disponible sur quasiment toutes les boxes. Donc vous pourrez suivre le match de Marseille en direct. Ouais, une victoire de Marseille les laisserait à 9 points et surtout maintiendrait Sabadell à 0 points. Donc avec 9 points d'avance au bout de 3 journées, ils finiront inévitablement devant Sabadell. Et puis écoute, je te dis la victoire d'Hanovre contre Sabadell cumulée à la victoire du Cercle à Barcelone, pour moi, ils ont leur ticket pour le tour d'après. Reste à faire le boulot pour que ce ticket-là soit le premier ticket, la première place, et ce serait très très bien. C'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Marseille doit faire le job pour consolider sa première place. Et puis, je l'avais dit, cette victoire à Barceloneta, pour moi, assure leur qualification pour le tour d'après. Mais il faut faire le boulot pour finir premier et s'éviter un tirage au sort qui pourrait être compliqué après. Mais Marseille sur sa lancée, je les vois pas. Ils seront privés de Michael Bodegas, mais à la maison comme ça, je les vois pas chuter contre Sabadell. Oui, après Sabadell, je pense qu'il viendra quand même bien remonter puisque 2 matchs, 2 défaites, donc 3 matchs, 3 défaites, ça commencerait à faire très très lourd du côté de Sabadell parce que je pense que c'est pas leur ambition. C'est pas leur ambition, mais à la lecture de la poule, quand t'as Barceloneta et Marseille quand même dans ta poule, c'est compliqué de te faufiler. C'est compliqué de te faufiler dans les deux et c'est devenu quasiment impossible après leur défaite à Hanovre. Donc Sabadell, à mon avis, a fait peut-être pas une croix, mais viendra quand même là. Alors ça peut être un problème de jouer libéré. Tu joues quand t'as rien à perdre, ça peut être dangereux. Mais je vois Marseille éviter l'écueil quand même et pas se prendre les pieds dans le tapis sur ce match-là. Après, il y a quand même un enjeu aussi pour Sabadell, c'est de finir à la 3e place pour continuer son aventure européenne et être reversé en Eurocup. Enfin, pour terminer cet épisode, une dernière info que nous avons vu tomber. La Russie et la Biélorussie, donc annonce de World Aquatics, devraient pouvoir participer sous bannière neutre des prochaines compétitions internationales. Mais je crois que Frédéric, tu as quelque chose par rapport à ces équipes-là, puisqu'on sait que les effectifs russes ont beaucoup évolué. Ouais, Christophe, comme toi, j'ai appris cette nouvelle qui m'a un peu surpris. Donc, on rappelle les faits, exclusion des équipes russes et biélorusses de toute compétition sportive suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, moi, je suis pas trop favorable aux sanctions contre les sportifs pour des faits politiques quels qu'ils soient. Les sportifs n'ont pas à pâtir, sont bien souvent en dehors de toute situation et n'ont pas à pâtir de ça. Par contre, à partir du moment où la décision a été prise de les exclure, je comprends pas très bien la réintégration, vu que la situation guerrière entre les deux pays n'a pas évolué, et on peut même dire qu'elle a empiré. Donc, ça fait quasiment 4 ans, ça va faire 4 ans que les deux pays sont en guerre, et je vois pas pourquoi, la situation n'ayant pas évolué, leur sort évolue, même si c'est favorablement, c'est un petit peu surprenant. Je ne sais pas si ça va être étendu à d'autres sports. Pour l'instant, il y a que cette parution dans l'N Aquatics qui nous a renseigné là-dessus. Donc, je sais pas si les volleyeurs, les handballeurs et tout ça sont concernés également. Et puis, écoute, la Russie renaîtra de ses cendres, c'est certain. On a eu le cas précédemment de la Yougoslavie. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais un petit peu quand même, qui outre-dominait le water-polo de 1984, on va dire à 91, qui a tout gagné. Et puis, il y a eu cette fameuse guerre. Alors, ils n'ont pas mis beaucoup de temps puisque les Croates font médaille d'argent 5 ans après l'exclusion à Atlanta. La Russie est un grand pays avec une grande population et une tradition très forte poloistique. Donc, ça mettra du temps parce que
Tu peux pas revenir comme ça sur le devant de la scène en ayant été exclu de toute compétition pendant 4 ans. Et puis surtout, les joueurs majeurs de cette équipe ont profité entre guillemets de cette exclusion pour aller trouver leur bonheur ailleurs. Donc il y a eu cette règle des 1 an qui est passée à 3 ans. Pouvait arrêter de jouer pour une équipe nationale pendant 1 an et puis c'est passé à 3 ans. Donc le premier à être parti, c'est Kharkov, le gaucher, donc qui après les pré-olympiques de Rotterdam en 2020 a décidé de partir jouer pour l'équipe de Croatie. On a eu récemment Dimitri Kolod qui a intégré lui le Monténégro. Après, je sais pas les autres joueurs, Merkulov, Nagaïev, tout ça, si ils ont des volontés de revenir avec l'équipe de Russie. Mais écoute, c'est une nouvelle. Bon, les Biélorusses, je les mets un petit peu à part parce que ça n'a jamais été un danger ou une grosse nation de polo. Mais le retour de la Russie, à terme, ça fera une équipe de plus en Europe et je suivrai ça attentivement pour voir un petit peu au bout de combien de temps ils se remettent. Alors c'est un peu l'ironie du sort, mais c'est mon ami Andrei Belofastov avec qui je suis toujours en contact, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale senior, mais qui a pas pu jouer un match puisque dès sa prise de fonction, il avait prévu de faire un stage avec la Grèce en janvier ou février de l'année de l'invasion, et donc toutes les compétitions ayant été remises en cause, lui il a pas pu entraîner l'équipe nationale évidemment. Donc j'essaierai de le contacter à ce sujet-là et puis d'avoir un petit peu des nouvelles. Et puis, en espérant quand même que la Russie, encore une fois, qui est une grande nation de polo, réintègre le giron poloistique. Alors, ils participeront quand même sous barrière neutre, comme ça a pu se faire à différents Jeux olympiques, notamment puisqu'on a quand même des athlètes russes et biélorusses qui ont pu participer, mais sous bannière olympique. Et je crois que peut-être là, sur les Jeux d'hiver qui arrivent à Milan-Cortina, on aura probablement des athlètes de ces pays-là. À suivre, en tout cas, si tu as un contact auprès de la fédération russe via Andrei Belofastov, effectivement, ça pourrait être intéressant de compléter ce débat autour de la réintégration de ces deux équipes. Ce qui, soit dit en passant, Christophe, ce que je trouve complètement ridicule, la bannière neutre, je veux dire, soit tu les réintègres complètement et puis ils viennent, avec leur hymne, avec leur drapeau, soit les deux choix me vont, hein, soit tu les réintègres pas, mais si tu les réintègres, il faut pas les réintégrer à moitié. Un sportif qui a pas son hymne, qui a pas son drapeau, c'est quand même un petit peu compliqué. Tu en conviendras. Donc, écoute, autant je peux comprendre la décision de les faire revenir, autant si tu les fais revenir complètement. C'est que mon avis, mais voilà. Oui, on verra ça. Puis je pense pas que World Aquatics soit la seule fédération internationale à réintégrer ces équipes. Je pense que soit c'est dû, alors on n'a pas pris d'infos là-dessus puisqu'on suit exclusivement quand même le water-polo, mais je creuserai un peu pour voir si effectivement sur d'autres sports ces équipes-là vont revenir pour y participer. Mais je pense pas que la natation dans son ensemble soit la seule fédération à traiter de la sorte. Mais tu sais, les tenniswomen ont le droit de jouer. Donc Medvedev, Rublev, pour citer que, ils jouent. Donc je comprends pas pourquoi c'est accordé pour certains sports, pas accordé pour d'autres sports. Et donc il est possible aussi que ça soit que le polo ou la natation, enfin les sports aquatiques, qui soient concernés par le retour. Hein. Parce que je pense que s'il y avait eu le foot, les sports majeurs et tout ça, on en aurait entendu parler. Donc écoute, pour l'instant c'est un retour un peu en catimini. Il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus. Donc à suivre, on verra un petit peu ce que ça donne. On verra ça, en effet. Eh bien voilà, c'était un peu tout ce qu'on pouvait dire à travers cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie pour cette semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un épisode consacré à l'Europe, forcément avec la participation de Marseille. Et le reste du championnat. On vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous mardi prochain. À bientôt. Merci, ciao. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
For centuries, colonization has fractured our relationship with the land. We've come to position ourselves outside of nature, as observers and masters of it, as if it were ours to control and bend to our will. But the earth pushes back, reminding us otherwise. I'm Leah Thomas. I'm the founder of the nonprofit Intersectional Environmentalist, and I'm excited to be returning as your host for Season 4 of As She Rises. This season, we're exploring rewilding. We'll hear how communities are letting the land lead and reimagining what it means to truly coexist with the natural world. Subscribe now and listen to this season of As She Rises wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.